Les premiers malades ont d'abord cru être victimes de sorcellerie. Par superstition, certains ont préféré se rendre à l'église plutôt qu'à l'hôpital. En quelques semaines, le virus Ebola aurait tué plus d'une centaine de personnes dans l'est de la République démocratique du Congo. Sur place, le ministre de la Santé appelle les malades à se signaler au plus vite. Ce n'est pas une maladie mystique. Faites-vous connaître pour qu'on vous prenne en charge et pour qu'on évite que la maladie se généralise. Entre les enterrements sans masque et les importants déplacements de population, dans une région minière en proie à la violence, le virus se propage. L'Ouganda et le Rwanda renforcent leur contrôle aux frontières. Même chose aux États-Unis après la contamination d'un Américain en RDC. L'alerte est générale. L'OMS, qui tient en ce moment son assemblée annuelle, a même déclenché son deuxième niveau d'alerte internationale, car le variant qui sévit est hautement mortel. Il n'existe ni vaccin ni traitement. Je suis préoccupé par la rapidité et l'ampleur de l'épidémie. Une épidémie qui survient dans un contexte difficile. Le budget de l'OMS a fondu de 21% depuis le retrait de Donald Trump de l'organisation onusienne. Moins de moyens, mais des épidémies qui se multiplient. Dernière en date, celle de l'hantavirus, circonscrite rapidement par les Occidentaux. Y aurait-il deux poids, deux mesures dans la mobilisation contre l'hantavirus et contre Ebola? Invité spécial de l'Assemblée de l'OMS, le Premier ministre espagnol n'a pas manqué hier d'appeler à aider davantage les pays du Sud. Aucun pays ne peut s'en sortir seul. Et protéger les autres est le meilleur moyen de protéger nos propres sociétés. Alors le traité international de lutte contre les épidémies promis par l'OMS l'an dernier verra-t-il le jour? A-t-on vraiment tiré les leçons de la crise de la Covid-19? Sommes-nous prêts à faire face à une nouvelle pandémie? Notre invité pour ce débat, Christophe Rapp, bonsoir. Vous êtes infectiologue à l'hôpital américain de Paris. Vous êtes également président de la Société française de médecine des voyages. Et selon vous, si le virus Ebola est en lui-même extrêmement contagieux, sa diffusion restera locale dans les pays proches de la RDC, République démocratique du Congo. Concernant l'hantavirus, vous ajoutez qu'il ne faut pas paniquer car on n'est pas du tout dans un scénario de Covid-19. À côté de vous, Oriane Guilbault, bonsoir. Vous êtes politiste, spécialiste de la gouvernance mondiale de la santé, maîtresse de conférences à l'université Paris 8. Et selon vous, l'expérience acquise par l'OMS lors des précédentes épidémies permet d'être mieux préparé face à la propagation d'un virus, mais la lutte contre les épidémies est tout à fait affectée par la baisse des budgets de l'aide internationale. On y reviendra évidemment. Et à côté de vous, Géraldine Zamanski, bonsoir, journaliste au magazine de la santé de la chaîne France 5. Selon vous, le problème majeur se concentre autour des inégalités d'accès aux soins et de moyens pour se protéger face à ces virus entre le nord et le sud global, comme on dit. Les pays du sud sont prêts à partager leurs données, à condition évidemment d'avoir accès aux vaccins, mais les pays développés bloquent pour le moment sur ce point. Et on démarre le débat, Renaud, avec la carte du jour évidemment. La carte du jour qui montre justement les foyers épidémiques de cette nouvelle épidémie d'Ebola, avec deux pays d'Afrique centrale touchés, la République démocratique du Congo, l'Ouganda aussi, en particulier cette province de l'Ituri à l'est de la RDC, et puis une suspicion en ce qui concerne la situation au Soudan du Sud. Christophe Rapp, on voit qu'il y a un vrai risque de propagation, risque d'autant plus élevé qu'il y a beaucoup de mouvements de population dans cette région. Alors oui, la province de l'Ituri, c'est une zone aurifère où il y a énormément de déplacements de population. Il y a également des conflits armés. Et on voit effectivement qu'il n'y a pas d'étanchéité entre les frontières. Et donc le risque d'une diffusion locale, et c'est déjà le cas avec les deux premiers cas en Ouganda, est très important. Oriane Guilbault, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a déclenché l'alerte sanitaire internationale, le deuxième niveau de cette alerte. Alors ça correspond à quoi? C'est quoi ce deuxième niveau et pourquoi cette inquiétude de l'OMS? Il s'agit d'essayer de contenir en fait l'épidémie dans la région pour éviter qu'elle ne passe à un niveau supérieur et qu'on doive passer à un risque d'alerte supérieur. Et tout ça, c'est réglementé par une norme internationale, le règlement sanitaire international, qui est donc un instrument d'alerte coordonné par l'OMS. Il y a combien de niveaux, pardon? Parce que là, on parle d'un niveau 2, mais il y a combien de niveaux? Alors, il y a un autre niveau qui est le niveau d'alerte pandémique et qui a été justement rajouté après la pandémie de Covid-19, puisque ce règlement sanitaire international, il est révisé régulièrement en fonction des différentes crises sanitaires.
Il y a plus de 130 morts à l'heure où on se parle. Géraldine Zamanski, est-ce qu'il y a un risque, puisqu'on évoque la propagation éventuelle, malgré donc l'alerte de l'OMS, que d'autres, il y a aussi des centaines de cas suspects évidemment, que d'autres pays soient touchés, y compris peut-être jusqu'à un département français, qui est le département de Mayotte, évidemment à l'est, où il y a beaucoup de réfugiés de la région des Grands Lacs. Ouais. Est-ce que ce risque existe et comment y faire face ? Alors, l'inquiétude actuelle qui a été donc rappelée à l'ouverture de la grande conférence de l'OMS par le directeur général, elle vient du fait qu'il y a eu une très grave défection dans la détection du début de cette épidémie. C'est-à-dire que l'OMS, elle a été alertée en fin de semaine dernière. Et en fait, le début de l'épidémie remonterait probablement même à début avril. Et donc, on est vraiment dans cette situation catastrophique où ce virus, dont on sait qu'il est donc extrêmement dangereux et contagieux, très létal. Il a circulé sans contrôle pendant toutes ces semaines, parce qu'on est dans une zone où, comme on l'a dit, il y a énormément à la fois de mouvements, une forte densité de population par rapport à d'autres zones de l'épidémie précédente, et puis une très grande insécurité. Qui fait que les gens, il y a dans toute la zone, là maintenant, puisqu'il y a aussi des cas à Goma, on estime la population de déplacés à 2 millions. Donc ça veut dire des gens qui vivent dans des conditions d'hygiène extrêmement précaires. Pour Mayotte, voilà, il y a effectivement un lien historique entre les Grands Lacs, des gens justement qui fuient cette situation si désastreuse et se réfugient à Mayotte. Le Premier ministre vient de faire un communiqué de presse à ce sujet pour dire qu'il y avait quand même un risque qui était estimé à modéré, puisqu'il n'y a pas de ligne directe d'avion entre les deux zones, et que en fait, le professeur Lescure, qui connaît bien cette situation, disait dimanche qu'en fait, c'est terrible à dire, mais le temps de trajet entre la zone des Grands Lacs et Mayotte par les réseaux clandestins est tellement long que probablement cette maladie se déclarera et rendra les personnes incapables de faire la finir traversée. le voyage et d'arriver jusqu'à Mayotte. Vous voulez ajouter quelque chose, Christophe ? Oui, je voudrais revenir sur la notion de détection de l'épidémie. Il y a toujours dans les flambées, c'est la 17e épidémie, il y a toujours dans les flambées épidémiques d'Ebola un retard à l'allumage. C'est difficile à diagnostiquer, ça ressemble au paludisme. Donc au départ, on n'y pense pas. Quels sont les symptômes ? Les symptômes, c'est de la fièvre, des maux de tête, de la diarrhée. Et les signes hémorragiques sont très tardifs. D'ailleurs, on ne parle plus de fièvre hémorragique virale africaine, on parle de maladie à virus Ebola. Parce que l'hémorragie est tardive. Et là, l'histoire, c'est du classique. Ça ressemble à des paludismes. Il commence à y avoir quelques décès. Il y a quelques décès ensuite chez les professionnels de santé. Et ça doit alerter. Et le deuxième piège de cette épidémie, c'est que les tests diagnostiques sur le terrain ont été faits pour l'espèce la plus classique, Zaïre, découverte en 1976, et qu'au départ, quand ils ont testé les premiers patients, les tests étaient négatifs. Et c'est qu'en allant au centre d'expertise du professeur Mouyembe que là, avec des tests plus complets, on a détecté l'épidémie. Donc ça explique ça, ça explique le retard. Et puis il y a l'aspect mystique, ça s'est passé dans des congrégations religieuses, et avec au départ, comme toujours, des rumeurs mystiques qu'il faut prendre en compte. Donc on a un retard classique et maintenant on est dans la course contre la montre, mais quand on reprend l'histoire des épidémies, c'est toujours pareil. Et là on peut même dire que l'OMS a réagi plutôt plus vite que d'habitude. Plutôt bien. Alors vous avez évoqué la 17e épidémie. Effectivement, 17e épidémie d'Ebola en Afrique. Depuis 50 ans, le virus a déjà tué 15 000 personnes. En 2014, la souche Zaïre était particulièrement virulente. Regardez, c'est notre archive. Barrage routier, contrôle des soldats. Depuis que l'état d'urgence a été décrété au Libéria, l'armée se déploie aux abords de certaines villes pour en restreindre les accès. Ce n'est pas une mise en quarantaine, mais cela y ressemble. Le pays essaye de limiter le plus possible la propagation du virus Ebola. Un virus qui peut tuer en quelques jours. Il touche des familles entières, comme ici, en Sierra Leone. Une situation suffisamment alarmante pour que l'Organisation mondiale de la santé décrète aujourd'hui une mobilisation mondiale. C'est l'épidémie la plus grave, la plus répandue et la plus complexe depuis presque 40 ans que cette maladie existe. Le virus qui sévit dans 4 pays de l'Afrique de l'Ouest a déjà fait plus de 900 morts en l'espace de quelques mois. Alors, Géraldine Zamanski, on le disait, c'est donc la 17e épidémie d'Ebola. Pourquoi telle répétition? Pourquoi aussi souvent, justement, ce ne sont pas les mêmes variants? Christophe Rapp évoquait le retard, entre guillemets, à l'allumage, qui était lié au fait aussi qu'il n'y a pas de vaccin qui existe contre ce variant plus rare, le variant Bundibugyo,
qui n'est pas le variant Zaïre qui est un petit peu plus connu. C'est ça, qui a fait des épidémies plus larges et qui du coup a permis aussi de mettre au point des traitements et un vaccin. Et ce variant, si je ne me trompe pas, il a été identifié seulement dans 2 épidémies jusqu'à présent. Et avec moins de monde, donc du coup, ça permet moins aussi de développer des moyens de lutte contre lui. Et si c'est si fréquent, c'est qu'en fait, on est au cœur de l'atteinte, de la prise de risque quelque part liée à l'évolution de notre monde face aux virus qui sont dans la vie sauvage. Là, on l'a vu, c'est terrible. La liste des pays qui étaient touchés en 2014, c'est tous des pays plus ou moins en guerre, avec des populations précaires, où en fait le contact entre population et faune sauvage porteuse du virus devient étroit et donc périlleux. Quels animaux de faune sauvage? Alors là, je ne voudrais pas dire de bêtises. Alors, le réservoir de Ebola, c'est les chauves-souris frugivores. Et ensuite, elles viennent contaminer les grands primates d'Afrique et les antilopes. Et il y a un sujet qui est un peu plus large que ce que l'on vient d'évoquer, c'est la consommation en Afrique de la viande de brousse, qui est un sujet de la FAO s'en occupe. Les moyens de lutte de prévention contre Ebola, c'est arrêter la consommation de viande de brousse, éliminer l'interaction homme-forêt. Et c'est toujours des chasseurs de villages, etc. Et là, on nous raconte une histoire d'infirmier touché en premier. L'infirmier n'est pas le cas index. L'infirmier est la personne qui s'est occupée des premiers cas. Et on va remonter, vous allez le voir, à 2-3 semaines avant, sur quelqu'un qui finalement, en zone rurale, a mangé de la viande de brousse ou touché une carcasse. Donc la vraie prévention, c'est la FAO. Et donc, c'est un principe de réalité inapplicable aujourd'hui en Afrique. Oriane Guilbault, il y a un Américain qui a été contaminé en RDC. Il va bientôt être transféré en Allemagne pour être soigné. Et les États-Unis ont annoncé qu'ils allaient mettre en place des contrôles aux frontières. Est-ce que ça, c'est efficace ? Alors, les États-Unis, la première chose qu'il faut rappeler actuellement, c'est qu'ils sont finalement sortis du multilatéralisme sanitaire. Ils ont quitté l'Organisation mondiale de la santé et désormais, ils développent une stratégie sanitaire bilatérale, donc avec leurs propres règles. Les mesures annoncées par Donald Trump, elles s'inscrivent en fait dans cette lignée. Il faut rappeler aussi qu'il prend ces mesures en ayant recours en fait à un article d'une loi de santé publique qu'il a utilisé aussi pour contrôler les flux migratoires. Est-ce que ça va empêcher le virus de circuler ? Alors la stratégie de l'OMS, en fait, ses recommandations, en fait, c'est de contenir l'épidémie et c'est ce qui est le plus efficace sur la zone et donc de contrôler les frontières en fait localement dans la région, enfin dans les pays et pas seulement les frontières extérieures des pays, aussi d'avoir des contrôles sur les routes, sur les axes principaux parce que comme ça, c'est là qu'on peut détecter les cas, c'est là qu'on peut les tracer et les contenir. Et pour l'instant, et c'est vraiment ça qu'il faut faire en première ligne pour éviter justement une expansion. Vous évoquiez un instant le fait que Donald Trump a autonomisé en quelque sorte la stratégie de santé des États-Unis. C'est-à-dire que très clairement, les États-Unis sont sortis de l'OMS, de l'Organisation mondiale de la santé, avec des conséquences immédiates en termes de baisse de budget, de suppression de postes. Tout à fait. 20% de budget en moins, presque 800 millions, enfin voilà, 20% de budget en moins, 20%... 1300 postes. 1300 postes, exactement, à peu près 20% également. Donc tout ça, voilà, ça a des conséquences immédiates pour l'action de l'OMS. Organisationnelles, réduction du nombre de départements de moitié. Donc ça veut dire qu'il y a des missions qui doivent passer à la trappe. Réorganisation aussi, essayer de trouver des fonds. Également, ce qui prend du temps, appeler les États à la solidarité. Ça, trouver des donateurs. Voilà. Géraldine Zamanski, trouver des donateurs. Et donc, quels effets immédiats ? En particulier pour le Congo, l'OMS avait évalué les besoins, je crois, à 1,6 milliard pour l'année 2026, et ils en sont qu'au tiers, en fait, de la somme nécessaire. Donc, et en ce moment, il y a plusieurs experts sur le terrain qui disent que dans ce qu'ils vivent aujourd'hui, il y a déjà une conséquence, en fait, des coupes de l'OMS. Et c'est sûr que le MSF, là, qui est parmi les 2 ONG présentes sur place, souligne à quel point l'état des infrastructures sanitaires est catastrophique. On parlait aussi des contrôles au poste. Il y a un problème de confiance dans les infrastructures sanitaires. Et d'autant qu'on manque de tests, comme vous l'avez dit, pour cette souche en particulier. Du coup, des cas suspects peuvent être isolés alors qu'ils ont le palu. Et là, après, ça fait des faux isolement, et donc ça fait que les gens vont plutôt fuir les postes de contrôle en question, fuir les infrastructures sanitaires. Enfin, on est vraiment dans un contexte très lourd et où aussi, là on voit, c'est des mesures de protection, normalement des équipements qui sont extrêmement lourds, il n'y en a pas en ce moment.
dans cette zone-là. Il n'y en a pas suffisamment. Vous avez sûrement vu, il y a des photos plus récentes, ça c'est les archives. On voit des infirmiers qui ont juste un masque et des gants pour transporter des personnes malades et donc qui ne sont pas protégées. Justement, des répétitions d'épidémies d'Ebola dans des pays avec des populations précaires, des pays souvent en guerre, peu de moyens pour y faire face, vous l'expliquez à l'instant. En clair, les virus sont plutôt au sud et les vaccins au nord, et c'est cette inégalité-là, évidemment, qui inquiète particulièrement les responsables d'un certain nombre d'États africains, notamment le président du Ghana, qui s'exprimait en ces termes devant l'OMS. A continent that manufactures less than 1% of its vaccines, while carrying 25% of global disease burden, is not sovereign, it is vulnerable. Colleagues, the old global health order built in the aftermath of a different century is stuttering. But a new order is rising. And this will be an order that is defined by agency, not aid, by partnership, not paternalism. Alors, Christophe Rapp, comment remédier à cette situation inégale ? Pourquoi est-ce que le Nord ne livre pas davantage de vaccins au Sud ? Comment rétablir l'équilibre ? Là, on est dans la dimension politique des épidémies. Ce qu'on a compris, c'est que dans un monde globalisé et connecté, toute alerte sanitaire, toute épidémie est un enjeu mondial et que donc la riposte est mondiale. Mais après, on va toucher aux politiques, c'est-à-dire que quand, effectivement, en 2014, cette maladie tropicale négligée devient une urgence de portée internationale, les pays du Nord riches réagissent. Et ils réagissent pourquoi ? Parce qu'on commence à parler d'arrêter les voyages, les flux commerciaux. Donc il y a toujours un aspect non philanthropique dans la réaction. Et là, on tend aux politiques où, dans un monde en crise économique, en guerre, le repli sur soi, le chacun pour soi revient à chaque fois. Et on l'avait vu pendant le Covid. Et heureusement d'ailleurs qu'on avait réussi avec la France à négocier le vaccin européen, etc. Donc la réponse, c'est qu'en fait, il faut que les politiques des différents pays comprennent que les risques sanitaires sont globaux et qu'il n'y a qu'une seule réponse, elle est collective. Mais justement, Aurélien Guilbault, l'OMS a adopté un traité international sur les pandémies qui n'est toujours pas entré en vigueur. Alors, elle a négocié, effectivement, et c'était les conséquences directes de la pandémie de Covid, avec cette idée de se dire il faut une approche plus globale et préventive également aux épidémies. On ne peut pas seulement avoir une norme qui soit celle du règlement sanitaire international et qui permette d'alerter. Il faut réfléchir et prévenir en amont à partir d'une approche globale, d'où les négociations de ce traité. Il y a une première partie qui a été adoptée, si on veut, par l'année dernière par les États membres de l'OMS, mais il y a une annexe très importante concernant justement cette question même du partage en fait des pathogènes et des vaccins, médicaments, diagnostics. Ça veut dire si les pays du Sud partagent les données pathogènes, ils veulent le retour des vaccins. Exactement. Et alors ? Et les traitements. Et des traitements. Et alors ? Et voilà. Et ça bloque. On se donne les États de l'OMS se donnent 1 an de plus pour avancer sur cette question. Ça bloque pour des questions d'investissement, de recherche pharmaceutique, d'intérêt des industries. Des questions politiques aussi ou pas ? Ah oui, c'est tout à fait. Cela sont des enjeux tout à fait politiques. Et des questions financières, et d'États qui veulent leur indépendance et leur souveraineté aussi. Ouais. Parce que les États du Sud, ils le chiffrent, ils disent on veut absolument 20% des traitements et des vaccins qui seront disponibles et dont au moins 10% à coût quasi nul pour que ça nous soit accessible. Et c'est sûr que là, on est dans la suite directe du Covid. On se rappelle tous du fait que nous, effectivement, on négociait à prix très élevé et d'ailleurs resté secret notre vaccin pour l'Europe, pendant que l'Afrique ne les avait pas. Ils les ont eus quand on s'est rendu compte qu'on avait trop. On a envoyé nos vaccins quand ils étaient sur le point d'être périmés. Et ça soulève la question de l'équité qui est importante parce que globalement, voilà, les pays du Sud disent on a tous besoin d'être protégés. Donc en ayant ce système plus équitable, c'est un bénéfice pour tous. On garde un tout petit peu de temps pour se demander si on a tiré toutes les leçons, notamment du Covid. Et on va évoquer avec vous trois et avec Anna le fait que les Français se préparent à faire face à l'hantavirus en se jetant sur les masques, notamment les masques FFP2. Oui, en une semaine, la demande de masques en pharmacie a été multipliée par 5 pour les FFP2 et par 4 pour les chirurgicaux. La centrale d'achat Pharmazone rapporte même qu'elle a vendu 15 000 boîtes de masques en 3 jours contre 2 400 en temps normal, avec une conséquence directe, l'augmentation des prix. Alors cette explosion de la demande, elle s'explique principalement par l'inquiétude des particuliers qui, eux, se souviennent du Covid-19 et de la prise en charge chaotique du gouvernement au sujet de cette pénurie de masques notamment.
Alors justement, faut-il craindre une pénurie, Anna? Pas pour le moment. Matignon s'est voulu rassurant et a rappelé la semaine dernière que la France disposait d'un stock de masques suffisant pour protéger le pays pendant au minimum 3 mois en cas de vague épidémique et a ajouté que nous sommes en capacité de produire entre 2,6 et 3,5 milliards de masques sur notre sol si nécessaire. Sauf que les producteurs de masques, eux, sont beaucoup moins optimistes. Depuis la fin de la pandémie de Covid-19, la production a fortement ralenti. 2/3 des industriels ont fermé. Alors pour faire face à une nouvelle pandémie, il faudrait produire 50 fois plus de masques qu'aujourd'hui, alerte le président du syndicat des fabricants de masques, alors que nous n'en avons visiblement pas les capacités. Christophe Rapp, est-ce que tout est vraiment sous contrôle ou est-ce qu'il faut quand même craindre une pénurie? Alors, ce que je peux vous dire en toute transparence, c'est que ça fait 30 ans que je travaille sur les épidémies et j'ai participé à l'écriture de nombreux protocoles nationaux. Je peux vous dire qu'on est en progrès. Voilà. Et on progresse, et je dis toujours, et je le dis aux étudiants, il y a toujours un côté positif dans une crise et on apprend beaucoup des épidémies. Et moi, j'ai vu progresser les choses. On a aujourd'hui une coordination du risque épidémique et biologique. On l'appelait de nos voeux il y a déjà 15 ans. On commence à être plus entendu par les politiques. La réaction rapide sur le hantavirus, elle a cette vertu de montrer que cette fois-ci, les experts ont été entendus, ont été aux affaires tout de suite. Alors, on peut toujours discuter sur l'aspect médiatique, la forme, mais en tous les cas, sur le fond, c'est très, très bien parce que ça veut dire qu'il faut quand même que les experts soient aux affaires très rapidement, qu'on puisse conseiller au mieux les politiques et prendre les bonnes décisions. Et est-ce que c'est nécessaire de porter un masque aujourd'hui ? Alors pour le hantavirus, non, bien entendu, mais tous les pays font des stocks de masques par rapport aux pathogènes respiratoires et le port de masque en France à la saison de la grippe pourrait nous aider, parce que là on parle de décès, mais je rappelle que la grippe en France, c'est 9000 décès par an. Donc le volontarisme en réponse à une crise sanitaire, c'est bien, mais la pérennité des messages sanitaires de santé publique du gouvernement vis-à-vis d'une population riche et moderne, c'est bien aussi. Hein. Donc attention, ne pas hypertrophier l'aspect crise. Géraldine Zamanski, est-ce qu'avec les problématiques liées à la déforestation, à la pression humaine sur les habitats et les animaux qui se rapprochent de plus en plus, faune sauvage, des lieux d'habitation humains, il faut craindre des zoonoses, comme on dit, zoonoses, à répétition pour l'avenir? C'est pour ça que ce nouveau système de veille renforcé est si important. Et à vrai dire, l'alerte dont le plus parlaient les experts ces jours-ci, puisqu'évidemment on est tous de nouveau au taquet avec eux, c'est plutôt la grippe aviaire qui est la plus inquiétante aujourd'hui. C'est que oui, la frontière, parce que c'est aussi nos élevages, hein. Enfin, le risque, il est aussi de notre côté, en fait. On transforme aussi, nous, notre vulnérabilité face aux virus animaux sur notre propre territoire. Merci, en tout cas, à tous les trois d'être venus débattre